Une cagnotte de soutien pour la famille d'un policier qui a tué lors d'une intervention un jeune homme de 17 ans provoque, selon la presse pratiquement unanime, un malaise. C'est indigne, sans jamais se poser la question du pourquoi du succès de cette cagnotte. Pourtant, il y a des raisons. Et après, sur les plateaux télé, arrivent les maires d'obsébiences diverses et variées. Je lisais tout à l'heure un article où France Info reprenait les propos du maire de Grenoble, Éric Piolle, qui dénonçait les propos d'Emmanuel Macron, qui disait que tout va bien, il n'y a aucun problème. Mais, là aussi je suis un petit peu d'accord, mais que pour ce maire ELV, je crois, vient nous raconter une petite histoire sympathique où on nous raconte que l'État n'a pas saisi le problème de fond soulevé par les violences urbaines. Mais je crois que tout le monde a très bien soulevé les problèmes. Simplement, une fois de plus, on veut les résoudre à coups de milliards. Et tout le monde sait aussi que ça servira à rien. C'est reculer pour mieux se faire sauter. Après réflexion, mais la réflexion fut pas bien longue, j'en suis venu à établir 8 points qui me semblent pertinents dans toute cette histoire. Vu que ça se calme un petit peu, en tout cas en attendant le 14 juillet, peut établir de la situation plusieurs faits clairs. Premier, la gauche semble avoir une très grande tolérance à la violence. Nous le savions, mais peut-être que le grand public ne le savait pas. Donc c'est peut-être l'occasion de leur faire comprendre. Évidemment, le filtre des médias qui racontent de belles histoires est un petit peu embêtant. Mais la réalité crue que les gens ont pu vivre directement ou simplement en voyant les effets de cette violence, me font penser qu'il en restera toujours quelque chose, même si c'est beaucoup moins que ce que nous pourrions espérer. Il suffit de voir comment Mélenchon et la gauche, plus globalement, sont allés véritablement dans cette histoire vraiment trop loin, en tolérant une violence systémique, ils aiment ce mot, dans les quartiers. Et bien sûr, particulièrement dans les quartiers chauds. Cela aura sans doute partiellement pour conséquence la fuite d'une partie des électeurs de la NUPES. Les gens en général, quelle que soit leur origine ethnique, qui font partie de la population française, ont une sainte horreur du désordre. Mélenchon et ses collègues oublient peut-être que les gens, même s'ils ont peu, n'aiment pas qu'on leur prenne. Alors le deuxième point qui me fait frémir, mais nous le savions là encore, puisque l'adage qui dit « faible avec le fort et fort avec le faible », là encore, rentre tout à fait en écho avec ce point 2. On a constaté la faiblesse de l'État face aux émeutes. Il n'y a qu'à voir, dès le début, les représentants du gouvernement ont directement chargé le policier, la police, et ont donné raison à tous les va-t-en-guerre qui disent « la police tue » et leur ont donné des balles pour permettre à toutes ces revendications, à ces émeutes, à ce chaos, de pouvoir s'organiser, et en plus avec bonne conscience. C'est la responsabilité de notre gouvernement, c'est la responsabilité de nos élus, de nos représentants politiques. Ils ont beau jeu de hausser le ton sur le tard, mais toutes leurs réactions, ce sont que des manœuvres politiques pour ne pas avoir de mauvais points pour la prochaine élection. Je parlerai même pas de la déclaration de Macron, je parlerai même pas, là encore, de cette fameuse minute de silence problématique à l'Assemblée nationale. Point 3. Quand les émeutes se mettent en place, comme en 2005 et après même pire, voyant que l'autorité se gardait bien d'intervenir, faisant le service minimum, toutes les banlieues françaises se sont dit « c'est open bar, on peut y aller ». La répression minimale et la peur bloquante du gouvernement pour tous les dérapages. Des gens sont morts, des centaines de personnes sont blessées. Les services des urgences des hôpitaux ont marché du feu de Dieu. Il est vrai que dans notre presse, on nous parle de la marche blanche. On entend les revendications de communautaristes qui crient à la violence, qui incitent à la vengeance. Et pendant plusieurs nuits, nous allons voir des jeunes et des moins jeunes détruire leur environnement immédiat, faire brûler des maisons associatives, des écoles, des commerces, de piller sans vergogne les commerces locaux ou plus lointains, avec une police menottée, ne pouvant intervenir que dans les cas extrêmes où il y a péril pour la population. Et même dans ces cas-là, le temps de réaction est long. On a abandonné des populations entières. On se retrouve quelques jours plus tard avec des destructions massives, plusieurs milliards de dégâts
qui va payer? Et tout ça parce que notre gouvernement a voulu faire dans la répression minimale et été bloqué par cette peur gouvernementale monstrueuse. Et ce sont nos élus, et c'est notre administration. Le point 4, la gauche qui encourage la violence. Là, c'est facile, vous l'avez vu, vous l'avez entendu, avec en tête, bien sûr, les plus médiatisés, les élus de la France insoumise. En début de mouvement, aux premières heures des pillages, du chaos, on a vu un bilango qui a une affaire aux fesses pour des histoires immobilières un petit peu douteuses, des sommes qui n'auraient pas été déclarées au fisc, mais là n'est pas la question. Donc ce bilango va au plus près des manifestants, va au plus près des factieux, et il est rejeté, puisque eux ne sont pas dupes, ils savent qu'on essaye de les récupérer, eux ce qu'ils veulent, c'est passer sur les réseaux sociaux, piller, se venger de quoi, se venger de qui, procéder à des exactions massives, tout en sachant qu'ils ne risquaient pas grand-chose, mais que des membres de la classe politique républicaine, comme ils aiment à dire, s'amusent à jouer avec le feu ainsi, et qui, au premier coup de bâton venu, va retourner kazakh, ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal à ma France. La fin de la blague, ça aura été l'agression contre la famille du maire de Léo Rose. Et même s'il y a retournement de Kazakh, cela n'empêche que ces mêmes élus continuent à souffler le chaud et le froid, distillant avec plaisir la haine entre les communautés, validant les folies identitaires de certains et provoquant par réactance un pool d'une autre communauté, celle-là non ethnique, mais tout autant identitaire, celle du travailleur, celle du boutiquier, qui refuse que son pays se transforme en nouveau Liban. Ce qui m'amène au point 5. Mélenchon refuse de condamner et inverse la culpabilité. Non, ce sont toujours les autres les coupables. D'ailleurs, il suffit de remonter quelques mois en arrière pour s'en convaincre. Souvenez-vous, on nous a expliqué que des Anglais avaient fait du vilain. Jean-Luc Mélenchon vient sur les plateaux de télé et nous explique que non, ce ne sont pas des délinquants. Ce n'est pas parce qu'il y a eu des perturbations lors du match entre Liverpool et le Real de Madrid au Stade de France que ceux qui sont venus, ce sont des délinquants. Non, ils étaient venus voir le match comme les autres. Ils disaient... C'est n'importe quoi ce que dit la presse, ce que disent les politiques, c'est honteux. Et d'inventer, là encore à l'époque, persiflant à loisir, lâchant toujours ses petits sous-entendus ironiques, et toujours nous disant que c'est une honte. Oui, ça c'est un mot qu'il connaît bien, qu'il utilise à foison, c'est une honte. Et il aura toujours une analyse qui lui est toute personnelle sur les événements qui vont se passer. Les émeutes, le chaos, les violences... Et au final, il va nous dire que tout le monde a vu qu'il n'y a rien à voir, comme il l'a fait pour cette histoire. Il va blâmer l'organisation pitoyable du gouvernement et de la sécurité publique. Il montrera du doigt, s'il ne l'a pas encore fait, l'effondrement du renseignement, qui aurait dû prévoir ce genre de choses, que la justice est complice, qu'elle cache des choses, que l'IGPN est pour le moins... derrière le policier. Et pour l'histoire du Stade de France, il aura dit que les attouchements, les vols, les agressions physiques ont été relatés dans la presse. Ces ouailles, ces petits anges, n'étaient point les fautifs. C'était les autres. C'était le pouvoir raciste, c'était la police qui tue. Oublions pas le qui tue. Et qui va vous dire également, comme il l'avait fait à l'époque, que si on n'a pas pu limiter les débordements de ces jeunes, c'est qu'il n'y avait pas suffisamment d'éclairage public, sans doute. Oui, il l'a dit. Là, ce sont ses déclarations. Et comme à l'époque, on ne peut pas dire que le gouvernement, que les représentants politiques hors cette gauche complice ont été particulièrement, et loin s'en feu, stigmatisantes. Ça serait même plutôt le contraire. On a causé de Mélenchon, maintenant on va passer au point 6. Les insoumis sont prêts à tout pour le pouvoir. Là encore, on le constate. Ils sont prêts à tout. Ils ont rêvé du grand soir. Ils en sont incapables avec leurs troupes de bobos et leurs milices privées qui se nomment Antifa mais qui sont de fait des fascistes. Et leur légion internationale, les Black Blocs. Ils ont essayé avec eux, ça ne suffit pas. On l'a vu dans les événements liés à la réforme des retraites. On l'a vu précédemment quand ils n'avaient pas réussi à faire de Mélenchon notre premier ministre, puisque les électeurs n'ont pas suivi massivement autant qu'ils voulaient. Et là, c'était une nouvelle opportunité. Ils ont déjà essayé plusieurs fois. Et cette fois-ci, ce drame, la mort du petit Naël, c'est une occasion en or. Ils étaient là, dès le premier jour, devant la porte de la mer. L'avocat ne vient pas de nulle part. Les Traoré et compagnie, ils étaient tous là.
et la NUPES au grand complet. Mais en première ligne, la France Insoumise, toujours. Les Boyards, les Bilongo, les Hautains, les Aubry, les Léaumont. Tous là. Je ne parle même pas de la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, puisque elle est encore là, toujours là. C'est son rôle. Ils se sont dit cette fois-ci, c'est le bon, on va faire tomber ce gouvernement. Le pouvoir est à notre portée. Et ils ne se sentaient plus d'elle, au point qu'ils ont poussé aux émeutes, ils ont poussé au pillage par leur non-condamnation, par leur encouragement. Ils se rattrapent comme ils peuvent maintenant en attaquant cette cagnotte monstrueuse, mon Dieu, raciste, en s'attaquant à l'incompétence de nos gouvernants qui n'ont pas géré correctement ces situations, qui se rattrapent en disant qu'il fallait lâcher des milliards pour reconstruire ce qu'ils ont aidé à cramer. Oui, les insoumis sont prêts à tout pour le pouvoir. Et puis la conséquence directe, c'est le point 7. Les émeutiers, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, on l'a vu avec le cas de Bilongo, sont complètement indifférents à la bienveillance de la gauche. Le lien ténu qui peut éventuellement les lier, ce sont ces fameux indigénistes marxistes qui ne représentent qu'eux-mêmes et qui ne représentent même pas leur communauté, tellement ils sont loin de tout. Dans tous les cas de figure, les émeutiers sont indifférents. Tous ces gens-là se foutent puisqu'ils voient bien qu'ils ne sont que des objets récupérés, que des causes accessoires qui seront manipulées et qui seront rejetées quand une cause plus intéressante se présentera. Ces mêmes gens nous mélangent allègrement racisme et écologie. C'est quoi ces tarés? Qui c'est qui peut adhérer à ce genre de choses? Il faut arrêter la dope, hein. C'est pas bon pour la santé. Et au final, il restera quelque chose. On avait l'identification de l'islamo-gauchiste, de l'élu complaisant qui, pour avoir l'électorat communautaire, donnait allègrement des subventions, acceptait des choses qui sont à la limite des règles acceptables de la laïcité, et tous ces petits gens, on les incluait dans ce fameux terme d'islamo-gauchiste. Mais maintenant, on voit la naissance du racaillo-gauchisme. L'alliance entre l'émeutier et l'élu de gauche et le militant gauchiste, entre le casseur là pour casser et celui qui est là aussi pour casser mais qui s'imagine avoir des revendications politiques sous-jacentes. Il peut y avoir une alliance de circonstances, mais ces deux groupes sont inconciliables pour la simple et bonne raison que dans un cas, ces gauchistes retourneront chez papa-maman, feront carrière, ne seront pas stigmatisés à aucun moment, et puis ces racailles erreront dans la délinquance ou ne feront rien, ce qui est peut-être le moindre mal. Je pense que j'ai fait le tour. J'aurais pu développer beaucoup plus, mais j'ai déjà tendance, pour ceux qui me connaissent, à m'étendre un petit peu trop. J'aime tellement m'écouter parler, c'est monstrueux. Si cette vidéo vous a plu, mettez un j'aime, commentez, c'est important, dites-moi ce que vous en pensez. Quelle est votre analyse? Est-ce que je me trompe? Est-ce que vous adhérez à mon analyse? Est-ce que vous pensez que je gère peut-être sur des terrains que je ne contrôle pas, que je ne vois pas, que je n'appréhende pas correctement? C'est à vous de me le dire. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez activer la petite cloche, ce qui vous permettra de savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez me faire un don, vous avez une option qui existe. J'attends toujours que un gentil contributeur me rince royalement. Et surtout, partagez les vidéos, parlez-en autour de vous. Si vous pensez que ma voix est intéressante et qu'elle devrait être plus entendue, c'est vous qui pouvez m'aider en cela. Partagez sur vos réseaux sociaux, parlez-en autour de vous. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.